Bon, donc la première chose, je tenais absolument à vous remercier d'être resté jusqu'ici. Vous remarquerez que tout le monde ne l'a pas fait. Et donc de, hop, 39 minutes et 55 secondes. C'est le temps que je m'accorde pour parler. Donc oui, sincèrement, je suis très content que vous soyez tous restés ici pour cette partie, et puis en même temps pour écouter ceux qui vont suivre, hein, parce qu'on va discuter de plein de choses passionnantes tout à l'heure. Ensuite, j'ai jamais eu beaucoup de retenue dans mes conférences ou dans mes exposés, même dans mes cours, mais je suis en retraite depuis 1 mois et demi, et là, franchement, c'est la première occasion que j'ai de vraiment me lâcher. Donc, ne le prenez pas mal. J'ai l'intention, effectivement, de dire les choses comme je les pense, mais je ne cherche à convaincre personne. Si mes idées ne vous plaisent pas, on va pouvoir en discuter tout à l'heure, calmement, ou pas d'ailleurs. Encore une fois, voilà, je ne cherche à convaincre personne. Et si certaines des choses que je vais pouvoir dire vous semblent critiques, je ne critique pas des personnes, je critique des comportements, des façons de faire, éventuellement des institutions, mais en tout cas pas des personnes. Et je trouve que casser la gueule à quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, et là je pense à quelqu'un qui est dans la salle et à quelque chose de très précis, c'est jamais une bonne façon de faire avancer les choses, et ça dessert d'ailleurs ceux qui font ça. Bon, donc on va parler de science, mais aussi d'éthique. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ce petit proverbe qui consiste qui dit que qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Non, ça vous... Si, quand même, hein. Bon. Et bon, enfin, c'est un petit peu ça le sujet. Et on va aller se balader autour de cette idée que on n'est pas toujours très honnête dans notre façon de nous comporter avec les animaux sauvages. Bon. Et donc, effectivement, ce n'est pas un hasard que ce ne soit pas un chien qui soit dans l'eau, mais que ce soit un renard. J'ai eu le bonheur de trouver cette photo sur Internet. Voilà. Alors, en préambule, je voulais vous signaler un travail qui a été fait par des étudiants de l'École nationale des services vétérinaires, où j'ai servi ces dernières années d'ailleurs, et donc étudiants qui étaient en partie encadrés par moi-même et quelques collègues, dans le cadre d'un projet dont je reparlerai tout à la fin de l'exposé, qui a été commandé par un groupe du travail, ministère de la Santé, ministère de l'Environnement, qui nous a demandé de travailler sur les crises sanitaires impliquant la faune sauvage. Et le premier travail qui a été fait par ce groupe d'étudiants a consisté à faire un bilan historique de tous les événements sanitaires majeurs qui avaient eu lieu en Europe et en France. Je pense qu'on en a oublié, et il y en a qu'on n'a pas retenu parce qu'ils n'avaient pas provoqué de polémiques majeures ou de problèmes majeurs, mais on est quand même arrivé. On a commencé par la peste, mais juste de façon symbolique. Puis ensuite, on a fait un grand saut depuis le Moyen-Âge, à peu près jusqu'à la rage, en réalité, donc les années 68, où François et moi avons commencé notre carrière, 1968, je précise. Et donc, on a quand même eu la surprise de trouver au moins 25 événements majeurs. Donc oui, c'est quelque chose d'important, la faune sauvage, et une préoccupation réelle en matière de santé publique. Bon. Alors, je vais essayer d'aborder ça sous 2 axes principaux. L'axe des moyens que nous employons pour contrôler ces maladies dites de la faune sauvage, et puis à la fin, la question éthique, c'est-à-dire la question du droit que nous avons, nous, en tant qu'espèce humaine, à lutter contre la nature, quoi. Parce que voilà, nous considérons qu'elle nous cause des torts, et nous arrogeons le droit de lutter contre cette nature. En réalité, dans le groupe de travail dont je vous ai parlé, on a aussi abordé la question sous un 3e angle, qui est l'angle politique.
Mais je n'avais qu'une heure ce matin. Et donc, la politique, si vous voulez, vous me réinviterez une autre fois. Ou, en tout cas, vous pouvez lire les 3 rapports qui ont été faits. Et encore une fois, je reparlerai à la fin. Bien. Donc, comment je vais faire? Je vais essayer de prendre ce truc-là sans trop le toucher pour me balader un peu. Le premier, l'entrée en matière, c'est ce que, en épidémiologie, dans les sciences de la santé des populations, c'est ce qu'on appelle l'analyse du risque. Et ici, le risque, il est ciblé sur l'espèce humaine. Hein. Donc, il y a une probabilité que des humains soient atteints d'une maladie dont la source est la faune sauvage. Et cette faune sauvage, elle entretient la source de différentes façons. Elle entretient l'agent pathogène de différentes façons, soit par un cycle de transmission directe, soit par un cycle de transmission indirecte qui passe par l'eau, par le sol, soit par une transmission vectorielle avec un vecteur au sens propre du terme. Et donc, on est une liaison. Le mot est le même en anglais et en français. Il a été beaucoup utilisé par les Anglais en utilisant la métaphore des liaisons dangereuses. C'est un petit peu érotique et tout ça, donc ça attire l'attention. Ça fonctionne très très bien. Moi-même, j'utilise la métaphore assez souvent. Et donc cette liaison établie entre les animaux sauvages et nous aboutit à une maladie et un problème qui nous semble suffisamment grave pour que nous voulions lutter contre. Alors, se pose tout de suite la question du comment faire pour éviter que un être humain qui est victime de cette transmission tombe malade et donc souffre de cette maladie transmise par une source qui est un animal sauvage. Et donc on comprend que, compte tenu de ce qu'on observe sur le schéma, sur lequel j'insiste pas plus que ça, mais vous pouvez couper la transmission entre l'animal sauvage, bonjour Michel, entre l'animal sauvage et la victime humaine, ou bien vous pouvez intervenir au niveau de la victime humaine, ou vous pouvez aussi empêcher que cette victime, même si elle a été exposée à l'agent pathogène, ne tombe malade. Donc on a plusieurs cibles possibles pour cette action, et chez les vétérinaires, depuis la création de l'association d'études de l'épidémiologie des maladies animales, qui c'est vrai nous a fait faire de très grands progrès dans la connaissance de la transmission des maladies et de la lutte contre ces maladies animales, eh bien traditionnellement nous disons que nous avons des mesures offensives pour cibler la source, ou bien des mesures défensives pour protéger l'espèce humaine. Et donc, ça c'est le petit truc nouveau de mon truc. Première remarque, les mots que nous employons dans notre discipline, l'épidémiologie des maladies animales, trahissent notre culture militaire. La profession vétérinaire, elle a été largement structurée par les vétérinaires militaires qui s'occupaient des chevaux, notamment au moment de la guerre de 14. Et donc, ce que nous, vétérinaires, nous appelons une prophylaxie défensive ou une prophylaxie offensive, eh bien, les médecins qui n'ont peut-être pas une tradition militaire aussi importante que nous parlent, eux, tout simplement, d'une prévention primaire, avant que la maladie soit présente, empêcher la maladie d'arriver, ou d'une prévention secondaire, si la maladie est là, eh bien, on peut agir pour éviter que cette maladie n'atteigne d'autres personnes. Donc on va revenir là-dessus, mais c'est un premier indice qu'il y a un mélange des genres, y compris dans le vocabulaire le plus officiel, le plus scientifique, qu'on trouve dans les glossaires qui nous expliquent la façon dont on doit faire les choses. Alors, un peu de maths. En fait, ça fait à peu près 40 ans que je fais de la modélisation, mais il est temps que je vous fasse une confidence. Je n'ai jamais rien compris aux maths. Jamais. Alors François, lui, il comprenait un peu ce qu'il faisait, et moi, jamais. Mais bon, à ce stade-là, c'est pas grave, parce que on peut faire semblant de comprendre. Et l'idée ici, c'est de traduire en termes mathématiques la façon dont un agent pathogène qui se transmet par les mécanismes qu'on a vus tout à l'heure va
persister à l'intérieur de la population source, avec une notion qui est importante, qui est celle de la force d'infection. Et l'idée ici, c'est que l'augmentation dans le temps du nombre de cas d'animaux atteints, donc ici la métaphore, c'est que s'il a l'œil un peu trouble et qu'il y a de la salive qui sort, c'est qu'il est enragé. En général, pour mes étudiants qui ont du mal à comprendre, je rajoute un entonnoir sur la tête du renard pour leur faire comprendre que je représente un renard enragé. Bon, donc celui-ci est malade et celui-ci est sain. Mais en réalité, c'est des populations. Donc plus la population d'individus sains est importante, plus il peut y avoir de cas de rage, mais plus le nombre d'enragés est important, plus ils peuvent contaminer d'individus sains. Et donc, les mathématiciens qui comprennent ce qu'ils font écrivent ça de cette façon-là. Et là, on a un outil qui est quand même intéressant, parce qu'on peut le rendre plus ou moins sophistiqué, mais pour essayer déjà, dans un premier temps, de comprendre comment la maladie se propage à l'intérieur de la population source, et donc de se dire, mais est-ce que je peux jouer sur ce bêta qui rend compte de la force d'infection, du coefficient de transmission? Est-ce que je peux jouer sur le nombre d'individus malades? Ou est-ce que je peux jouer sur le nombre d'individus sensibles, sains? Et donc l'idée, c'est effectivement, s'il n'y a plus de renards, il n'y a plus de rage, on va y revenir dans un instant. Et puis il y a un deuxième élément à prendre en considération, c'est que cette maladie qui est chez l'animal, elle se transmet à l'homme. Et là encore, on a la modélisation, mais là, on a une métaphore encore plus évidente pour ceux qui, comme moi, ne comprennent rien aux mathématiques. C'est la métaphore de la circulation d'un fluide à partir d'un réservoir à l'intérieur de tuyaux. Plus le tuyau est gros, plus il peut passer d'eau, et donc plus il peut arroser la victime. Ici, on a une grosse difficulté, c'est qu'il faut estimer le passage d'une espèce à une autre, d'une population à une autre, et souvent ça, c'est une grande faiblesse de la modélisation mathématique, c'est qu'on n'a pas vraiment le moyen de faire ça. Mais, là encore, on a des outils. Alors souvent avec le recours à des machines un peu plus compliquées, on y met du hasard et ce qu'on appelle de la stochasticité, et on arrive à estimer là aussi le nombre de victimes humaines ou en animaux domestiques à partir de la source dont on parlait tout à l'heure. Et donc, à partir de ce... Alors attendez, il y a une animation absolument formidable, parce que l'idée c'est effectivement, grâce à une manipulation des chiffres et donc un calcul savant, plus ou moins savant, on peut effectivement, là encore, rationaliser, raisonner le choix des stratégies. Donc, la gestion du risque sanitaire repose en grande partie sur l'utilisation de modèles et de modélisation, mais nécessite aussi qu'on évalue, c'est-à-dire qu'on mesure l'efficacité des différentes stratégies qui sont tentées. L'avantage des mathématiques, c'est qu'on peut faire ça, alors les gens savants disent in silico. In silico, c'est comme in vivo, sauf que c'est dans la silice. La silice, c'est ce qui compose les ordinateurs. Ça fait snob, ce truc-là, mais j'aime bien être snob aussi. Et donc, in silico, on peut jouer sur tous les paramètres sans faire de mal à personne, ce qui est quand même un gros avantage. Bon. Et maintenant, même à l'Association d'études des maladies animales, on considère que la modélisation peut être utilisée. Et donc, il a fallu 20 ou 25 ans pour arriver à ce résultat-là, mais on y est arrivé. Bon. Alors, rentrons un petit peu dans le concret. Le concret, non, je ne sais pas, mais dans le concret, oui. Et revenons sur l'exemple de la rage. Vous imaginez bien que c'est cet exemple-là que je connais le mieux. J'ai passé quand même 23 ans de ma vie à travailler sur ce sujet-là. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'hypothèse, assez simpliste, mais qui en même temps était bien celle qui était à l'origine, c'est que moins il y a de renards, moins il y a de rage. Et donc, comment faire pour qu'il y ait moins de renards? On peut les tirer au fusil, on peut les empoisonner, on peut gazer les terriers, on peut les piéger, etc. Et
un certain nombre de travaux sur lesquels je vais insister dans une seconde arrivent à la conclusion que effectivement la destruction des portées de renards au printemps avec des gaz qui étaient utilisés pendant la guerre de 14, et puis après on a fait un grand progrès, on a utilisé les gaz qui étaient utilisés par la guerre de 39-45. Donc c'était vraiment quelque chose de tout à fait formidable. En même temps, j'étais avec les gens qui pensaient que c'était un progrès quand même. Il faut être honnête, j'ai eu ce genre d'idée à un moment donné. Bon, alors, on avait des gens qui, en Allemagne, mais encore une fois, ce n'est pas le problème qu'ils étaient allemands, c'est le problème qu'eux, ils s'étaient donné le mal d'avoir des données. Et ici, ils ont un indice de l'abondance des renards, hein, donc qui est un indice de chasse. On revient sur ce que disait Sandrine hier. Et ici, on fait des opérations de gazage des terriers au printemps et on empoisonne, donc à l'époque avec la chloropicrine, le gaz de la guerre de 14, les renards. Et donc l'indice des renards chute. Alors ça tombe bien que cet indice de nombre de renards chute, parce que en même temps, ou un peu après, la rage, qui est ici, dont la tendance est marquée ici, chute. Alors ça c'est une diapo, pardon, aller un petit peu vite. Ça, c'est une diapo qui est dans une présentation que j'ai enregistrée, que j'ai envoyée à des collègues en Angleterre. Et quelques jours après que j'ai envoyé cette diapo, le collègue m'a téléphoné, m'a renvoyé un mail en me disant « Marc, c'est formidable, c'est la première fois que quelqu'un me donne la preuve que quand on tue les renards, on fait augmenter la rage. » Et donc, en réalité, ce graphique, on peut l'interpréter de deux façons. On peut l'interpréter comme on le faisait dans les années 70, on gaze les renards diminuent, la rage diminue, ou bien au contraire, on gaze les renards et en réalité, au début, la réaction de la rage, c'est d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un autre paramètre dont il faut tenir compte, c'est que la rage, elle tue des renards, jusqu'à 80% de la population, et donc forcément, une fois que tous les renards sont morts du fait de la rage s'atténue aussi. En réalité, on n'a jamais pu démontrer que les actions de destruction des renards avaient une efficacité sur le nombre de cas de rage et sur la progression de la rage. Donc là encore, il y en a pour 3 heures à rentrer là-dedans, mais en réalité, le point important ici, c'est que on n'a jamais pu faire cette démonstration de l'efficacité des méthodes dites létales en matière de rage. Bon. Alors du coup, si on ne peut pas tuer les renards parce que ça ne sert à rien, on peut peut-être les vacciner, ça va un tout petit peu trop vite, voilà. Et donc, effectivement, dès la fin des années 60, l'idée de vacciner les renards est arrivée. Des essais ont été faits par ce monsieur qui est maintenant décédé, qui était George Baer, au Texas. Mes souvenirs sont bons. Et il a mis dans des saucisses, il a mis du vaccin contre la rage. Il a donné ces saucisses à manger à des renards. Quelques semaines plus tard, il a vacciné les renards. Et en captivité, il a fait la démonstration que on pouvait effectivement protéger des renards par une vaccination par voie orale. Donc ça, c'était publié en 71, mais l'expérience a été faite en 69. 10 ans plus tard, nos amis suisses se sont lancés et ont fait les premiers essais de terrain. Donc il a fallu 10 ans pour passer de la démonstration expérimentale aux premiers essais sur le terrain. Et puis ensuite, il aura fallu encore 10 ans de plus pour que la méthode se généralise. Et avec, en tout cas au début, d'excellents résultats. Ici, vous avez les tendances de rage dans l'Union européenne, enfin dans toute l'Europe. À partir des années 80, on a commencé à faire les choses sérieusement. Et dans un premier temps, ça a été extrêmement rapide. En gros, en 3 années de campagne de vaccination des renards, eh bien, la rage avait disparu d'un territoire. Ça a été un peu ralenti par la suite pour des problèmes stratégiques. Les pays sont plus petits, il y a plus de frontières, donc la coordination est plus difficile. Peut-être que les vaccins étaient moins efficaces à la fin. Bon, mais en tout cas, le résultat est là. Avec la vaccination, on a des éléments de preuve qui sont extrêmement convaincants sur l'efficacité de cette méthode. Donc,
une méthode, le tir des renards ou l'empoisonnement des renards, dont on n'a jamais pu prouver l'efficacité, et puis une méthode, la vaccination, dont on pense qu'elle est efficace, mais il y a encore des gens qui disent, mais après tout, peut-être que c'est un mécanisme naturel qui a fait que la rage a diminué, on l'a étudié, on n'a vraiment pas trouvé de bons arguments pour ça, mais en réalité, ça reste quelque chose qu'on pourrait débattre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'évaluation. C'est-à-dire, on a des preuves qui sont expérimentales ou de la modélisation, et puis ces résultats, il faut les évaluer. Donc il y a un travail qui est important à faire lorsqu'on veut gérer les problèmes de santé en particulier sur les animaux sauvages, mais en réalité c'est de portée générale. Et donc il faut porter un jugement, c'est l'évaluation, sur l'efficacité de ce qui est fait. Efficacité épidémiologique, efficacité en termes de rapport coût-bénéfice, est-ce que ça vaut le coup d'investir des sommes quand même assez fabuleuses pour obtenir des résultats? Efficacité au terme réglementaire, est-ce qu'on a le droit de tuer les animaux qui sont, les chauves-souris par exemple et la rage, qui sont protégés? Et puis aussi efficacité à l'échelle écologique, à l'échelle des écosystèmes entiers. Est-ce que le fait que telle ou telle méthode qui est appliquée sur une espèce dans un écosystème donné ne va pas avoir des répercussions secondaires sur l'ensemble de l'écosystème? Donc en France, maintenant, on a un organisme qui s'appelle l'ANSES, dont vous avez eu les représentants hier, qui est chargé de ce genre de travail. Et dans l'exemple du Bargy qui a été traité hier, eh bien, effectivement, il y a eu un premier rapport sur les mesures de maîtrise qui est paru, je ne me souviens plus de l'année, elle est cachée, mais toujours est-il qu'il y a un nouveau rapport qui vient de paraître. Très sincèrement, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ce travail d'évaluation, il est fait. Sauf que dans le groupe de travail de l'ENSV dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, on met en évidence, en interviewant un certain nombre d'acteurs, que l'efficacité épidémiologique, c'est le cœur du sujet de ces rapports. L'efficacité financière, elle est peu ou pas abordée. La légalité, bien sûr, est abordée, mais l'impact écologique l'est beaucoup moins. Quant aux dimensions sociologiques et politiques, c'est-à-dire la façon dont est perçue cette action dans tel ou tel groupe de société, ça, ce n'est pas, ou ce n'était pas totalement pris en compte. Si les gens de l'ANSES étaient là, c'est effectivement un sujet sur lequel on pourrait discuter un petit peu. Ce qui veut dire que l'évaluation des moyens de l'action, elle est composite, elle implique de nombreux aspects, et que dans ce qu'on sait faire aujourd'hui, en particulier à l'ANSES, eh bien, toutes les dimensions ne sont pas nécessairement prises en compte. De façon générale, est-ce que ces mesures de lutte contre les maladies de la faune sauvage sont efficaces? De façon générale, quelle qu'elle soit. Bon. La vaccination de la rage, ça a marché, youpi! Mais à part la vaccination contre la peste porcine classique qui a marché aussi, mais plus difficilement, il n'y a pas d'autres exemples d'efficacité réelle de mesures de vaccination ou de traitement de la faune sauvage. Quant aux méthodes létales, dans ce petit bouquin-là, où il y a un certain nombre de très bons auteurs qui ont contribué par ailleurs, eh bien vous avez un chapitre qui analyse véritablement ce qui est fait en termes de contrôle des populations, donc de destruction des animaux hôtes, et qui arrive à la conclusion que dans l'immense majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Ici, vous avez un document en multilingue, là je vous ai mis la version française, d'un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé animale, qui, comme son nom l'indique, s'appelle OIE, qui est une organisation intergouvernementale avec à peu près tous les pays de la Terre qui y sont représentés. Et là-dedans, il y a un groupe de travail qui fait des formations de points focaux, c'est-à-dire des vétérinaires, des services vétérinaires qui sont chargés des problèmes de faune sauvage, à qui on explique que
en réalité, dans l'état actuel des connaissances et des moyens, il est extrêmement difficile de lutter contre les maladies de la faune sauvage. Hein, extrêmement difficile. Encore une fois, quand je dis maladies de la faune sauvage, c'est les maladies qui sont transmises à l'homme ou aux animaux domestiques par les animaux sauvages. En général, les animaux sauvages eux-mêmes ne sont pas malades. Donc, c'est pour ça qu'un des grands messages que j'ai retenu de la journée d'hier, c'est que c'est toujours compliqué. C'est que les scénarios pour se débarrasser ou pour contrôler ces problèmes, les exemples qu'on a vus hier, ce sont des scénarios compliqués. Hein. Donc, il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas yaka. Hein, on n'est pas dans une société chirurgicale. Vous avez un mal de gorge, on vous enlève les amygdales. Vous avez mal au ventre, on vous enlève votre appendice, ça ne sert à rien. Vous avez... Non, l'appendice, ça ne sert à rien, les amygdales, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, si ça ne sert à rien, mais on vous les enlève. Vous avez une gangrène, on vous enlève la jambe. 2 jambes, 3 jambes, 4 jambes, on vous enlève tout ce qui ne va pas. Hein, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est bien ça, hein, le monde chirurgical, c'est bien ça. Vous êtes malade, on vous enlève des trucs. Bon, le seul truc qu'on ne vous enlève pas, c'est la tête, et encore. Et encore. Eh bien, on raisonne à l'échelle des populations de la même façon. Vous avez un problème, le problème c'est le renard, on enlève le renard. Vous avez un problème, le problème c'est le loup, on enlève le loup. Et ainsi de suite. En réalité, le problème c'est l'humain, mais pour le moment, à part dans quelques films, je vous conseille d'aller voir le film avec Dustin Hoffman, comment c'était, Alerte. C'est un peu lourd, hein. C'est un peu lourd, mais en gros, l'idée, c'est la maladie, elle est arrivée dans un petit village, une petite ville des États-Unis. On n'arrive pas à la contrôler, hein, puisque c'est les vilains militaires qui ont manipulé des gènes. Et ben, finalement, on met une bombe atomique sur la population, puis ça va résoudre le problème. Mais nous, vous rigolez, mais nous, vétérinaires, c'est ce qu'on fait. Il y a de l'influenza aviaire, nous avons le grand spécialiste de l'influenza aviaire ici. Eh bien, il y a de l'influenza aviaire dans le sud-ouest, on tue tout le monde. Hein, voilà. C'est le monde dans lequel on est, même si, ben, en fait, on n'a pas de preuve que ça fonctionne. Bon, j'aurais pas dû m'énerver aussi sur ce sujet-là aussi vite, parce que du coup, j'étais à peu près dans les temps, et là, j'y suis presque plus. Alors, on aborde maintenant, effectivement, l'aspect éthique, mais même dans l'aspect éthique, j'ai voulu avant faire une petite digression sur le point de vue écologique, c'est-à-dire comment de plus en plus la médecine, y compris la médecine vétérinaire, tient compte de l'écologie et notamment de l'évolution, des mécanismes d'évolution. Et donc je garderai ce qui est strictement éthique et philosophique pour la fin de ma démonstration. Alors, l'entrée en matière, c'est le truc à la mode maintenant, c'est le microbiote. En même temps, c'est à la mode maintenant, tout le monde parle du microbiote. Enfin, il y a 5 ou 6 ans, il y avait les microbes, les méchants microbes, ils tuaient tout le monde. On était resté à Pasteur, quoi, à l'époque de Pasteur. Paf, paf, les microbes, c'est des sales bêtes. Et bon, en même temps, les yaourts, c'est quand même un peu les microbes. Bon, les yaourts, on peut vivre sans yaourt, je suis d'accord avec vous. La bière. Bon, c'est quand même extrêmement difficile de vivre sans bière. Bon, le vin, etc. Bon, mais en même temps, maintenant, les forêts, il n'y aurait pas de forêt sans microbes, et ainsi de suite. Et en réalité, on sait maintenant qu'on pense avec notre estomac, mais que ce qui pense dans notre estomac, c'est les microbes. Donc tout ça, c'est l'idée du microbiote. Et là, je suis content parce que pour une fois, c'est pas François qui m'a fait découvrir un bouquin essentiel. En général, c'est François qui me fait découvrir les bouquins absolument essentiels de ma vie, dont un dont je vais vous parler dans un instant. Celui-là, j'ai vu qu'il l'avait découvert lui de son côté, mais je l'ai aussi découvert du mien. Et j'ai pas fini, c'est mon livre de chevet en ce moment, mais il faut absolument, absolument lire ça. Jamais seul. C'est ni un médecin ni un vétérinaire, parce que nous, médecins vétérinaires, on est incapables d'écrire un bouquin comme ça. Mais c'est un bouquin qui vous montre à quel point nous sommes, toutes les espèces vivantes, animales et végétales, sont dépendantes des champignons, des virus et des bactéries, mais comment les virus, les champignons, les bactéries créent des liens entre nous. Nous sommes interreliés à tout ça. Donc forcément, si on se débarrasse de certains de ces composants, eh bien du coup on se coupe de ces relations. Oh mon Dieu, ça y est, hein, là c'est parti, ça part en live et le temps est... Parce que là, François, je n'avais pas parlé de ça.
Et je suis trop content de vous raconter des trucs sur les mycobactéries qui vont un petit peu vous faire changer d'opinion en fonction de ce que vous avez entendu hier. Donc, même si c'est pas raisonnable, je devrais pas vous en parler. Je vais quand même essayer de vous parler un petit peu des mycobactéries, ces horribles choses qui vous donnent la tuberculose et qui sont effectivement des... En même temps, c'est vrai, hein, c'est quand même pas très bien d'être tuberculeux. Bon. Alors, ces mycobactéries, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de la classification, mais plusieurs d'entre elles posent des problèmes à l'homme et aux animaux domestiques. Hein. Donc, il y a le complexe tuberculosis, on va y revenir. Attaché à ça, il y a Marinum qui donne, notamment en Afrique, des maladies absolument épouvantables. Il y a la lèpre, qui est due à une mycobactérie. Et puis, tout en bas, il y a la paratuberculose, qui est une maladie des bovins qui est quand même... assez importante, et puis la tuberculose dite aviaire qui, en fait, n'impacte pas énormément l'élevage. Bon, enfin, tout ça pour dire que on a des degrés de sensibilité différentes et qu'on a un monde bactérien qui est extrêmement riche. Là encore, je ne devrais pas vous raconter l'histoire, mais ça me fait trop plaisir de vous la raconter. J'étais récemment, il y a quelques années, une soutenance de thèse sur les mycobactéries qui avait été faite à la faveur des travaux de l'ANSES en forêt de Bretonne, hein, où du coup il y avait eu un peu d'argent pour aller chercher un peu toutes les mycobactéries qui traînaient sur les cerfs, les sangliers et quelques autres espèces et les vaches du coin. Et à un moment donné, j'avais une collègue qui était encore plus énervée que moi, qui faisait partie du jury, qui est Véronique Guérin, qui est une fille extraordinaire. Et à un moment donné, elle est sortie de son siège, de sa position de membre du jury, et elle a agité une feuille, des feuilles informatiques, des bordereaux informatiques. Elle avait une feuille qui faisait à peu près 2 mètres de long, sur lequel avait été imprimée toute la liste des mycobactéries existant à ce moment-là sur Terre. Et donc ça, en écrivant sur 1 ou 2 millimètres chaque ligne, il y en avait sur à peu près 2 mètres de haut. Donc il faut imaginer la diversité absolument extraordinaire de ces mycobactéries qui sont sur Terre, pour certaines d'entre elles, depuis... de ce qu'on peut savoir relativement longtemps. Alors ici, je vais revenir sur ce schéma dans la diapositive suivante, et là je vais juste faire passer une idée sur le fait qu'on peut lier la phylogénie, c'est-à-dire la proximité génétique des différentes mycobactéries, avec leur histoire évolutive. Et donc, en particulier, l'apparition de ces mycobactéries et leur adaptation à certaines espèces. Hein. Et donc, on retrouve tuberculosis, dont on parlait tout à l'heure, et bovis. Hein. Donc, ces deux grandes mycobactéries, ces deux grands groupes de mycobactéries qui affectent l'homme et les bovins. Alors, c'est à peu près la même idée, sauf que là, elle est clairement remise dans un contexte paléontologique où, le schéma est un peu difficile à lire sur l'écran, mais l'article doit être disponible, sinon vous me le demandez. Et donc, en gros, le point important, c'est que pendant presque toute ma vie, j'ai défendu l'idée, parce que j'y croyais très fort, dur comme fer, que la bactérie bovine, le Mycobacterium des bovins, était à l'origine de la tuberculose humaine. Et en réalité, les travaux de génétique moléculaire montrent l'inverse. Ce sont nos ancêtres humains qui ont transmis, au moment de la domestication des bovins, une mycobactérie qui s'est adaptée et qui est devenue la mycobactérie qui donne la tuberculose bovine. Et donc, peut-être qu'on assiste en ce moment à un mécanisme qui fait que cette bactérie du bovin, dont le réservoir est le bovin, qui est adapté au bovin, est en train de passer au blaireau. Alors là, vous avez en plus l'échelle de temps, la façon dont ça s'est fait, etc. Et puis, il y a plein d'histoires passionnantes, notamment sur ce qui s'est passé en Amérique du Sud, les déplacements humains, c'est absolument passionnant. Mais là encore, ça prouve que les petites bactéries, elles se baladent avec nous, elles se répandent dans l'environnement, elles passent d'une espèce à l'autre d'une façon qui est quand même un tout petit peu plus compliquée que ce qu'on nous explique parfois dans les livres. Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que tuberculose, c'est le nom de la maladie. En réalité, c'est le nom d'une des formes de la maladie. Les mycobactéries donnent des lésions en forme de tubercule. On aurait pu l'appeler la patatose, mais ça aurait été moins convaincant. Donc on l'a appelé la tuberculose. Bon. Et cette maladie, elle est la même, elle a le même aspect, à quelque chose près en réalité, bon, je simplifie, mais chez l'homme et chez l'animal, mais elle peut être due à différentes bactéries. Mais tuberculosis va donner une tuberculose chez l'homme, mais va aussi éventuellement donner une tuberculose chez l'animal. Par exemple, un propriétaire atteint de tuberculose qui vit avec son chien, son chat c'est moins souvent documenté, mais le chien c'est bien documenté, va transmettre au chien sa tuberculose. En revanche, il est très probable que ça ne passe pas dans l'autre sens. Et de même pour la bovine, eh bien, la mycobactérie des bovins donne une maladie qui est la tuberculose chez les bovins, mais peut, de temps en temps, passer chez l'homme. Alors, bon, ce genre de mécanisme existe, de transmission à interespèces de mycobactéries existe. Je ne rentre pas dans les détails, mais hier, on a parlé un petit peu des éléphants qui m'ont causé à une époque à Lyon un peu de soucis. J'aurais jamais dû me méfier de cette histoire-là. Et puis nous, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le passage au blaireau, donc de bovis. Bon, on pourrait là encore en discuter pendant assez longtemps, mais c'est pas vrai. Il me reste 3 minutes ? Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est une catastrophe. C'est bien ce que je pensais, c'est une catastrophe. J'ai complètement dérivé. Bon, alors, bon, oui, non mais bon, je vais essayer. Non, parce que l'essentiel, je l'ai pas encore dit, quoi, c'est ça le problème, quoi. C'est bien ça le problème. Bon alors, oui, ces mycobactéries, effectivement, c'est un vrai souci. Ça, c'est une publication assez récente qui montre que voilà, ça peut rendre vraiment malade la mycobactérie de la vache. Elle peut effectivement rendre les gens vraiment malades et des gens peuvent mourir de la mycobactérie des bovins. C'est toute la raison pour laquelle on fait toutes les misères qu'on fait au blaireau en Angleterre et en France. Ok, c'est vrai, incontestablement c'est vrai. Sauf que c'est surtout vrai en Afrique, dans des zones où il y a du sida, dans des zones où l'approvisionnement en lait de bonne qualité, pasteurisé, est difficile, voire impossible. Hein. Chez nous, quelle est la réalité de la tuberculose bovine? Alors là, vous allez avoir des révélations extraordinaires, parce que enfin ça, je ne suis pas gentil là. Une des intervenantes nous a quand même expliqué hier que c'était un gros problème, la tuberculose bovine en France. Bon, lorsque la tuberculose sévissait dans les années 50-60, hein, donc il y avait vraiment beaucoup, on avait jusqu'à 20% de cheptels infectés de tuberculose. Bon, au maximum, les cas humains, à cette époque-là, étaient de 5% de l'ensemble des cas de tuberculose, donc les autres, les 95 autres %, étaient dus à tuberculosis. Bon. La cause principale, c'est la transmission par un lait non stérilisé. Bon. Ça, c'est des chiffres. Alors, il n'y en a pas eu de vraiment plus récents, en tout cas, j'en ai pas trouvé de plus récents. Ce sont les chiffres dans les années 2000 du nombre de souches isolées sur le nombre de cas de tuberculose, du complexe tuberculosis, donc qui comprend tuberculosis proprement dite et bovis. Et donc, on obtient pour ces années-là entre 3 et au maximum 11 cas de tuberculose dus à Mycobacterium tuberculosis par an. Alors là, il y a toujours un moment où je sors mon argument comparatif. En général, c'est pour la rage. Enfin, j'ai changé d'opinion aussi. C'est pareil, je pense que la rage, c'est peut-être pas si important que ça, en réalité. Bon, je me trahis moi-même, c'est horrible. Bon, je me renie, quoi. Bon, 11 cas de tuberculose bovine. En réalité, c'est essentiellement des papilles dans mon genre, des éleveurs qui ont été contaminés dans leur jeunesse et qui, du fait du vieillissement, de la baisse des capacités immunitaires, eh bien, ressortent en quelque sorte une infection qui portait entre 11 cas.
Il y a des publications régulières qui retombent toujours sur le même chiffre du nombre de morts dues à des infections respiratoires, pour l'essentiel dues à la pollution, 40 000 par an. Ça, c'est un vrai phénomène de santé, 40 000 cas de mortalité dus à des maladies respiratoires, pour l'essentiel dus à des problèmes respiratoires. Ça c'est un vrai problème de santé publique. Hein. Sur la tuberculose, on consacre 20 millions par an pour lutter contre la tuberculose bovine. Et donc, on va éviter 7 cas par an. Donc oui, ça c'est mon téléphone qui me dit que j'ai fini. Le temps de parole est épuisé. Donc je vais quand même essayer d'aller un peu vite. Mais au fond, on arrive là à la question... Ta gueule. C'est mon cadeau de retraite. Je me suis payé un super téléphone, mais je ne sais pas m'en servir. C'est terrible. Bon. Si, là, je crois que je l'ai arrêté. Bon. Donc vraiment, cette notion de relativisation, elle me paraît importante. Mais c'est pas fini, mon argumentaire n'est pas fini. En effet, les mycobactéries ne sont peut-être pas si graves que ça, c'est ce que je viens d'essayer de dire, hein, même si, encore une fois, sur le plan individuel, c'est bon, et puis les enfants qui sont morts de tuberculose pendant des années, c'était un vrai souci, je suis bien d'accord là-dessus. Bon. Mais en plus, des fois, elles nous font du bien. Le BCG, qu'est-ce que c'est que le BCG? C'est du Mycobacterium bovis, passé sur de la mie de pain pendant 10 ou 15 ans. D'accord? Il a fallu du temps. Mais c'est ça, c'est du Mycobacterium bovis. Les mycobactéries sont des puissants stimulants de l'immunité cellulaire. Autrement dit, effectivement, si vous mourrez de tuberculose, c'est pas bien, je reconnais. Mais si vous guérissez, eh bien vous en sortez renforcé. Et la mycobactérie reste en vous et continue à stimuler votre système immunitaire et fait de vous un Superman. Ma maman a eu la tuberculose et me l'a filée. Et c'est pour ça qu'à mon âge, je continue à faire le clown en public. Et franchement, j'y crois dur comme fer à ça. J'y crois dur comme fer. Hein. Donc, il y a une preuve de ça, ou du moins des arguments en faveur de ça. Ici, vous avez la décroissance. Je crois que c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, des grandes maladies infectieuses. Et notre chère tuberculose est ici. Donc on la maîtrise, impeccable. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est l'augmentation des maladies de type immunitaire, auto-immune, hein, dont la maladie de Crohn et quelques autres, le diabète et l'asthme. Hein. Plus on est efficace pour se débarrasser des maladies infectieuses, moins on est efficace pour résister contre les allergènes et tous les agresseurs qui sont en particulier d'ailleurs favorisés par les pollutions. Taratater. Donc il y a un équilibre qu'on n'a pas su trouver. Dernier argument, un autre bouquin qu'il faut absolument que vous lisiez, de Serge Morand, dans la vie des plus sympa que ça en réalité, mais bon, c'est la moins antipathique que j'ai réussi à trouver. Serge est un type formidable, il a écrit ce bouquin qui reprend toutes les idées, et en particulier les idées reçues sur les maladies infectieuses émergentes, qui est vraiment le truc à l'heure actuelle, si vous voulez faire un projet de recherche, gagner des sous, avoir des sous d'une autorité scientifique, parler des maladies émergentes, ça va marcher du tonnerre de Dieu. Bon, lui, ce que Serge reprend, eh bien, c'est que très probablement, la propagation de la tuberculose bovine dans les sociétés occidentales a joué un rôle déterminant dans l'élimination de la lèpre, une autre mycobactérie. Donc l'immunité induite, pour ceux qui résistent, hein, encore une fois, il y a à peu près 10% de sujets, surtout les enfants, qui vont mourir de tuberculose quand ils sont exposés. Mais les 90% qui résistent, ils ressortent plus forts. Hein. Et en particulier, ça a largement aidé à l'éradication de la lèpre. Et la lèpre, c'est pas drôle non plus, hein, si je peux me permettre. Bon. Alors donc, effectivement, prenons un peu de hauteur. Moi, j'en ai peut-être pris un peu trop là, mais bon, prenons de la hauteur sur ces questions-là. En gros, l'idée, c'est qu'il y a une discipline qui maintenant est en train d'émerger dans le monde médical et vétérinaire, c'est l'écologie de la santé. Donc il y a un excellent bouquin. Lui, c'est notre ami Michel Gauthier-Clair, quand même, bon, que vous connaissez sûrement, qui a coordonné avec Frédéric Thomas ce bouquin sur l'écologie de la santé et biodiversité.
Et puis il y a la ravissante Marion Vidcock qui est à la station de la Tour du Valat, qui a coédité aussi un livre sur les maladies infectieuses, mais qui est vraiment dans la ligne des hypothèses et des théories sur l'écologie de la santé. Donc il faut absolument que vous lisiez ces bouquins-là. Ceux-là, je les ai lus. Hein, celui de tout à l'heure, j'étais en train de le lire, mais ceux-là, j'ai fini. Alors on rentre maintenant vraiment dans ce que je voulais aborder, mais il n'y en a pas pour si longtemps que ça, qui est donc la question philosophique, la question de l'éthique. Avec cette idée ici, l'idée que j'ai présenté quelques bouquins sur ce sujet-là, c'est que c'est une idée qui a principalement, enfin, dans l'opinion publique, c'est Peter Singer qui a été le propagateur de ces idées, avec son bouquin donc, sur Animal Liberation, alors que je n'ai pas lu ni dans le texte ni en traduction française, mais j'ai quand même un souvenir très précis qu'à l'époque où le bouquin est sorti, on considérait ce type comme un philosophe un peu sulfureux qui racontait des trucs, c'était quand même un peu exagéré, provocateur. Voilà, c'était pas très correct de suivre ses idées. En même temps, les gens qui critiquaient ces idées ont plus ou moins disparu sur le plan philosophique, alors que les idées de Peter Singer, non seulement elles sont toujours là, hein, sur donc au fond, c'est l'idée que les animaux, les êtres vivants en général, ont une place, voire un droit dans la société que nous avons négligé jusqu'à maintenant. Et ces idées-là sont reprises par un certain nombre d'auteurs. Et moi, j'avoue que j'aime bien ce qu'a écrit Elisabeth de Fontenay, parce qu'elle a une position extrêmement mesurée. Elle n'est pas végane, hein. Peut-être qu'elle est en train de le devenir, mais elle est pas dans l'extrémisme, elle est dans le questionnement, elle est dans le doute. Et ça, c'est une position qui me paraît sur le plan philosophique très, très intéressant. Je me souviens plus très bien de tout ce qu'écrivait Janine Chanteur, mais je me souviens que c'était très très bien. Et ça, c'est un bouquin que m'avait fait lire François à l'époque. Donc, ici, l'idée, c'est que en France, on a un certain nombre mais il y en a beaucoup. En réalité, si vous cherchez sur cette thématique philosophique de notre relation humain-animaux, il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Mais il faut quand même que je me dépêche. Alors, ici, je ne vais pas dire tout ce que j'ai envie de dire, parce que c'est pareil, j'en aurai au moins pour une demi-heure uniquement sur cette diapositive. Mais pratiquement chaque fois que je parle de ces sujets-là, je cite le bouquin de Romain Gary. Et ça, c'est bien François qui me l'a fait lire. Je suis au 4e ou 5e exemplaire que j'ai acheté et distribué, donné à des étudiants, etc. Et bon, ça aussi. Alors, en réalité, maintenant, il y a un certain nombre de gens, des collègues de Lyon, qui me disent « Mais tu nous fais chier avec ce bouquin-là, parce que c'est quand même très dur. C'est un roman, mais c'est quand même un peu hard, c'est long, il y a plein de personnages, c'est compliqué. » Bon, en réalité, ce bouquin pose le fondement même du raisonnement. C'est que on perd son humanité à massacrer les animaux, que ce soit pour le but de la chasse, donc la chasse à l'éléphant, qui est le sujet du bouquin, ou d'autres. C'est notre nature profonde, ce qui nous différencie des autres espèces, qui fait qu'on a une empathie, un besoin physique de défendre, de protéger et de se sentir en harmonie avec les animaux. Et la démonstration est très convaincante. Comme je n'ai pas le temps, je vous pose une énigme. Hein. Qu'est-ce que comment ça s'appelle hanneton sur le dos vient faire ici, hein, quel rapport avec les éléphants? Mais je ne répondrai pas parce que je n'ai pas le temps, mais l'idée est partie de là, de ces hannetons et des rapports de ces hannetons avec des prisonniers de guerre dans des camps de travail forcé en Allemagne. Mais je n'ai pas le temps d'en dire plus, simplement l'idée c'est il faut absolument lire le bouquin de Romain Gary. Alors sur quoi porte la question de l'éthique? Elle porte sur la question du bien. Est-ce que ce qu'on fait est bien? C'est une branche de la philosophie qui est importante. Hein. Et nous, par rapport à notre sujet à nous, est-ce qu'il est bien de se protéger? Voilà. Donc ce n'est pas uniquement une question de droit, c'est une question de jugement, de valeur. Avec des critères économiques, est-ce que c'est rentable? Des critères sanitaires, est-ce que c'est efficace? Et des critères sociaux, est-ce que notre bien-être à nous vaut beaucoup plus que le bien-être des animaux? Et ensuite, il y a une deuxième question éthique qui est liée à ça, c'est les critères sur les moyens qu'on emploie.
Est-ce que c'est vraiment mieux d'utiliser le gaz Zyklon que la chloropicrine, au fond, pour gazer les terriers de renard, sachant que c'était dit comme étant efficace à une certaine époque. Bon. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de citer les pétas. Bon, des hommes de mon âge ont des raisons d'aimer un petit peu le mouvement PETA, vous pouvez peut-être deviner pourquoi. En général, ils ont une façon de manifester qui, personnellement, me touche beaucoup et m'émeut. Et donc, voilà, même s'ils sont un peu violents parfois dans leurs termes, la façon, disons, d'exposer leurs idées me séduit assez. Voilà. Hop, donc en principe là, il me reste un tiers d'exposé à faire, donc il faut quand même que j'accélère. Sur quoi porte cette question éthique, je viens un petit peu de le dire, mais au fond il y a la souffrance au niveau des individus, chaque renard, chaque blaireau, même chaque sanglier qu'on va massacrer, mais aussi sur la question de l'impact écologique et donc de l'échelle de la population. Donc c'est toutes des photos que j'ai trouvées sur Internet, mais je vais vous faire remarquer que ces renards sont sans queue. 5 minutes, ouais, je vais essayer. L'important, c'est que les critères qui nous permettent de porter ce jugement sur le bien ou le bien fondé ou le mal fondé de nos actions, ils dépendent essentiellement de notre représentation de la maladie. Et donc ici, c'est pas un hasard si j'ai mis une illustration sur la peste justement et sur la représentation qu'on se fait de ce qu'est la maladie. Dans la crise du Bargy en particulier, mais ce n'est pas la seule qui a été étudiée par nos étudiants de l'ENSV, on voit bien que le problème pour les éleveurs, c'est la représentation qu'ils ont de la maladie chez les animaux domestiques et des conséquences qu'elles auront. Pour les éleveurs, au fond d'eux-mêmes, ils sont persuadés que ces bouquetins infectés, c'est une menace pour leur propre survie, leur survie économique et tout l'avenir des Alpes françaises. On en est absolument là. Et donc c'est bien un problème de représentation parce que le ministère de la Santé, quand il a eu connaissance des cas de brucellose dans le Bargy, ils ont diligenté rapidement une enquête qui a été classée sans suite. Pour le ministère de la Santé, au moment de la découverte du premier cas qui a déclenché toute l'histoire, eh bien ce n'était pas un problème. Évidemment, pour le ministère de la Santé, 40 000 morts de problèmes respiratoires, ça peut être un problème. 10 000 morts sur les routes, ça c'est un problème. Un malade, il a été très malade, cette personne-là, il est handicapé, il a dû renoncer à un certain nombre d'activités. Encore une fois, sur le plan individuel, c'était un problème sérieux. Mais ce n'est pas un problème de santé. Moi, je parle de politique, là. Politiquement, on ne va pas mettre des dizaines de millions d'euros pour lutter contre une maladie qui a affecté une personne, alors qu'on a d'autres maladies, d'autres problèmes de santé qui affectent des dizaines de milliers de personnes contre lesquelles on n'arrive pas à lutter. Voilà le point de vue que j'ai cru comprendre du ministère de la Santé. Donc la représentation de la maladie, des acteurs, des moyens à mettre en œuvre, la représentation des conséquences, les avantages et les inconvénients qu'ont les différentes méthodes. Et donc je reviens sur la deuxième ou troisième diapositive, sur le vocabulaire, qui trahit justement cette façon dont nous représentons la lutte. Déjà lutte, le mot lutte. Il peut y avoir de la lutte romaine. Bon, très bien. Mais là, on voit que, en particulier chez nous, les vétérinaires, eh bien, on fait toujours référence à un vocabulaire guerrier. On est en guerre contre les maladies, mais c'est pas ça la guerre. Je suis désolé, puis en plus, la guerre, c'est une saloperie, quoi. Faut dire les choses comme elles sont, des deux côtés. Hein, même si la guerre défensive, c'est un peu mieux que la guerre offensive, en réalité, c'est toujours une saloperie. Donc, notre vocabulaire trahit le fait qu'on se voit en guerre, et quand on vous balance sur l'influenza ce genre de photos sur Internet, on voit bien que ce qui va toucher, émouvoir le public, c'est cette métaphore de la guerre. Le premier qui a attiré mon attention là-dessus, c'était Jean-Patrick Leduc, qui, à l'époque de la lutte contre la rage, me disait « Mais tes mecs, ils sont fous, quoi. C'est le front de la rage, on va avoir une stratégie offensive, etc. » quoi. Et moi, à l'époque, ça me paraissait un peu bizarre. Je prenais ça au premier... Enfin, non, justement, au deuxième degré, c'était une métaphore. Non, en réalité, c'est très profond.
très très profond. Vous avez entendu dire qu'il y avait une recrudescence de peste à Madagascar. Eh bien, le ministre en charge de la santé, il mobilise sa population en disant on va faire la guerre à la peste, quoi. Ça ressort à chaque fois. Et encore une fois, entre la guerre à la maladie et la guerre à l'animal qui porte la maladie, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence, et ça peut, pour nous, poser un problème. Oui, c'est fini. Eh bien, écoutez, au revoir, merci. Bon, je vais essayer, il m'en reste plus beaucoup, franchement, mais c'est pas possible, je peux pas couper comme ça, quoi. Bon, oui, il faut que j'accélère. Bon, alors, du coup, Foucault, c'est bien quand même. Bon, mais finalement, j'ai jamais encore eu le courage de lire Foucault, mais du coup, allez quand même regarder un peu les idées de cet homme-là. Il y a quand même un truc, c'est que justement, c'est quand même un penseur, Foucault, c'est pas le dernier des abrutis. Il a pensé les relations entre le pouvoir dans une société et la lutte contre les maladies. Et ce qu'il pense, c'est que, en réalité, la crainte qu'inspirent les maladies, c'est un moyen de pression sur la population pour faire passer un certain nombre de messages. Et la manipulation des éleveurs, en particulier, par certains hommes politiques, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que M. Foucault écrit, à ce qu'on m'a dit dans ses livres. Donc je passe. Ça aussi, alors là, presque tout le monde est d'accord sur un truc, c'est que lire Descola dans le texte, c'est pas donné à la portée de n'importe qui. Bon. Donc moi j'ai lu des gens qui avaient lu Descola et qui ont écrit des choses là-dessus. En gros, lui, bon alors je vous explique pas le truc, après tout, vous irez sur Wikipédia, vous regardez Descola et puis vous trouverez ses idées, ou même sur Internet, il y a des articles qui sont disponibles. Ce que ce type-là montre, ce qui démontre par ses études, il a travaillé sur les Indiens en Amérique du Sud à la suite de... voilà, comme dit François. Bon, cette perception qu'on a en Occident d'une dualité entre l'homme et la nature, ce n'est pas un fait scientifique. Il n'y a pas de dualité entre l'homme et la nature. On est la nature et la nature, c'est nous, quoi. Bon, c'est un fait de société, c'est une perception, c'est une représentation. Et donc, on a tout faux quand on part sans réfléchir en disant les animaux c'est moins important que les hommes. Je suis désolé, mais il faut voir par rapport au point de vue et peser, évaluer les coûts et les conséquences de tout ça. Vous êtes horrifiés parce que vous dites là c'est fini, c'est la mort. Ben oui, bon, moi aussi. Donc je n'ai pas le temps de vous présenter ça. Ça c'est le schéma synthétique du rapport du groupe de travail dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, des étudiants de l'ENSV sur les crises sanitaires. On n'a pas étudié que la brucellose du Bargy, on a étudié aussi la maladie de Lyme, la couverture la couverture, il y a un gros dossier dans Libération ce week-end sur la maladie de Lyme qui est très très bien fait et qui recoupe à peu près ce qu'ont trouvé les étudiants, c'est assez intéressant. Et puis on a étudié aussi l'influenza en 2006 et puis les crises qui sont liées à l'ambroisie. Et de tout ça, on sort un certain nombre d'idées, cette fois-ci sur le plan politique, pas sur le plan éthique, ni sur le plan écologique, mais sur le plan politique. Et sur le plan politique aussi, il y a des choses à faire, il y a des pistes concrètes d'action. Donc pour conclure, il y a toutes sortes d'options, mais l'option de tuer des animaux, je crois, j'espère vous avoir montré quelques arguments, c'est pas forcément la meilleure. Le problème, c'est pas l'animal qui porte la maladie, c'est la liaison qu'on a avec eux. Et ça, c'est un collègue que je connais bien, qui est bien connu dans le milieu des maladies de la faune sauvage. En allant faire sa photo de sanglier sur le bord d'une route, il se rapproche du danger. Et en général, c'est nous qui nous exposons au danger des animaux sauvages. Si on pouvait tenir nos distances, ce serait quand même beaucoup plus facile. Et donc, la problématique, c'est de notre société, pour notre société, de changer son regard sur, non seulement sur la faune sauvage, sur la nature en général, mais sur notre relation avec elle lorsque cette nature est atteinte de maladie. Donc ça, c'est une sculpture qui est dans Regent's Park, et devant laquelle je passe chaque fois que je vais donner mes cours au zoo, qui est juste là derrière, et franchement, à chaque fois, je reste
un petit peu sidéré par la puissance de cette sculpture. Et au fond, l'idée finale, c'est qu'il faut qu'on passe d'un raisonnement de conquérant, de guerrier, à une négociation. Il faut qu'on négocie simplement avec les forces de la nature, en les respectant, en écoutant ce qu'elles ont à nous dire. Voilà. Donc, merci de votre attention. Je voulais mentionner Léonie Vorobiev, qui m'a largement aidé pour une première version, et qui cherche une bourse de thèse. Donc, si parmi vous, il y a des milliardaires qui sont prêts à dépenser un peu d'argent pour la thèse de Léonie, franchement, ça me ferait beaucoup plaisir. Une dernière piste de lecture, c'est le bouquin de Corinne Pelluchon sur les nourritures, qu'il faut là aussi que vous lisiez. C'est de la philosophie politique, c'est un peu hard, mais on y arrive. Moi, j'ai réussi à le lire complètement. Et puis, pour les étudiants, vous allez sur Google, vous faites European Wildlife Disease Association, et vous allez trouver plein d'informations intéressantes. Et encore mieux, vous faites EWDA, European Wildlife Disease Association Student Chapter, et vous tombez sur le groupe des étudiants de l'EWDA qui organise des activités, en particulier le séminaire en Belgique dont Thierry nous a parlé hier. 3 quarts d'heure, j'avais prévu, mais bon, c'est comme ça. Merci.